Dans cet épisode de Mythbusters, Jamie, j'ai un petit cadeau pour toi. Bienvenue dans la séquence Explosion hollywoodienne à l'épreuve. qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai eu la poule! et Jamie Heineman. Il n'y a aucun risque. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, Je vais découper cette caisse! Grant Imahara Un truc m'a touché! et Carrie Byron. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Ça a l'air dangereux. Ça l'est. Et pas qu'un peu. C'est peut-être l'histoire la plus dangereuse qu'on ait jamais filmée. Feu! Elle a foiré. La grenade est amorcée. On ne peut pas sortir du bunker tant qu'on n'a pas réglé le problème. Je suppose que ça implique une grenade. Qu'est-ce que t'es perspicace? Ouais, t'as deviné. Question à 100 balles. Qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un en jetait une vers toi? Je pense que je passerai l'arme à gauche. C'est une possibilité. Une autre, privilégiée par les héros des films hollywoodiens, consiste à dégainer et à tirer dessus en plein vol. Ce ne serait pas mon premier réflexe, mais ce serait peut-être un bon moyen de la faire exploser ou de la dévier. En tout cas, il faut être un sacré bon tireur. Et c'est par là qu'on doit commencer. Aller sur le champ de tir et dégommer des objets volants identifiés. Ça marche. C'est une scène de film d'action classique. Pour se protéger d'une grenade lancée par les méchants, les gentils lui tirent dessus, ce qui peut avoir 3 conséquences. Elle explose sans faire de dégâts, elle est neutralisée, ou bien, comme un boomerang, elle retourne à l'envoyeur. La discipline sportive qui consiste à tirer avec une arme à feu sur un objet volant s'appelle le ball trap ou le skit. C'est par là. Poule! Et pour faire ça dans la région, Poule! c'est ici qu'on vient. Le ball trap de Coyote Valley. Vous êtes Dave? Notre instructeur s'appelle Dave Redou. Poule! Il est instructeur depuis 16 ans et il va nous apprendre à débarrasser la planète de ce fléau que sont les pigeons d'argile. Alors Dave, comment ça marche? Eh bien, il y a une machine là-bas. Et quand on appuie sur ce bouton, elle envoie une cible. Rien que ça, je trouve ça drôle. C'est encore mieux de les exploser. S'ils ne parviennent pas à toucher une cible en plein vol, alors le mythe s'effondrera dès le premier obstacle. Poule! Et au début, ce n'est pas aussi simple que ce que Hollywood veut bien nous faire croire. Ouais, j'ai tiré juste derrière. Mais Jamie et Adam ont un bon prof. Poule! Beau tir. Fantastique. Très beau tir. Paul, Bravo. Super tir. aïe. J'allais vous en parler. Jusqu'à présent, on a tiré sur ces pigeons par le côté. Mais ça doit être beaucoup plus dur d'éliminer une grenade qui arrive droit sur vous. Ouais, je l'ai eu. Comme ça. Poule! Très bien joué. Beau tir. Curieusement, la trajectoire la plus probable s'avère être également la plus facile. Pour le moment, ce mythe avance dans la bonne direction. Cool! Paul. Ouais. C'est pas désagréable. On a tiré sur des objets envoyés perpendiculairement à notre ligne de mire. Paul,
mais aussi sur des cibles qui venaient de face. Et personnellement, j'ai trouvé que faire exploser un truc qui arrive droit sur vous est 4 fois plus facile. Sans tirer in extremis, ça ne me dit rien qui vaille votre truc. Mais ça va être génial! C'est le bon vieux cliché qu'on voit dans les films hollywoodiens. Quand le héros se retrouve en possession d'une bombe à 2 doigts d'exploser. Cadeau. Au lieu d'attendre qu'elle explose, il étudie son environnement et trouve un endroit où la planquer. Comme un tiroir ou sous un matelas, la bombe explose et il est indemne. Est-ce que ça marche dans la vraie vie? La balancer, plonger et s'en tirer? Il va falloir que ça pète pour le savoir. C'est bête, on a horreur de ça. On est sur le champ de tir d'Alameda County pour voir avec quels objets domestiques on peut se protéger d'une bombe. On va utiliser 450 grammes de C4. Si vous avez un doute, C4. Qu'est-ce que le C4? Son nom complet est cyclotriméthylène trinitramine. Si vous voulez un explosif à haute vélocité mais qui reste très stable, prenez du C4. Vous pouvez y mettre le feu, il n'explosera pas. Tapez dessus avec un marteau, il ne bougera pas. La seule chose qui le fera exploser, c'est un cordon détonnant ou une amorce. L'explosion de l'amorce en question implique un choc très puissant qui déclenche la matière explosive du C4. Quand le C4 se décompose, il libère tout un ensemble de gaz qui se dilate à plus de 8000 mètres par seconde. Avant de voir comment on peut contenir une telle explosion, on doit savoir quelle est sa puissance quand elle n'est pas contenue. Et pour ça, on va faire un test. Allez Buster, la bombe va exploser. Saute! Comment on mesure l'onde de choc? C'est bon. Avec ça. Quand un engin explosif se déclenche, on observe une onde de choc qui part de l'épicentre de l'explosion et se propage en cercle. Là, on est à 6 mètres de la zone d'explosion. Ces disques de rupture sont conçus pour céder à une pression spécifique. Celui-ci est à 0,9 bar. Et on va s'en servir pour évaluer les dégâts. Car n'oubliez pas, il ne faut pas seulement que le héros s'en sorte vivant, il faut qu'il s'en sorte indemne. Si l'onde de choc générée par l'explosion dépasse 0,9 bar et brise les disques, cela veut dire que Buster ne se relèvera pas. Mais à quelle distance exactement peut-il s'en sortir indemne? Il ne manque plus que JD et un gros boom. J.D. Nelson est expert en explosifs. C'est lui qui va amorcer la bombe. Direction le bunker pour lancer le compte à rebours. Prêt? 3, 2, 1... Celle-ci était pas mal. Je l'ai senti. Regardez-moi ça. C'est parfait. Ouais, le rayon d'impact est à un peu plus de 3,50 m. On a réussi à identifier la zone d'impact pour notre expérience. Elle est à 3,50 m. À 4,30 m, le disque n'a pas bougé, donc notre homme n'aurait pas été touché. On va le positionner juste ici, au niveau du repère à 3,50 m. Et on va faire un essai avec notre premier objet domestique, un classeur à tiroirs. Cool! On a fini notre séance de balle trap et on s'en est bien tiré. Mais c'était de l'argile. Maintenant, on va essayer de tirer sur quelque chose qui ressemble plus à une grenade et voir si c'est plus difficile. Joli. C'est reparti pour un tour. Ici, ça m'a l'air bien. Ok. Le canon est positionné et paré à tirer. Adam, tu es prêt à définir une zone de tir? Je suis prêt, chef. Le canon de Jamie possède un indicateur de pression qu'il faut régler de façon à lancer la grenade exactement où on veut. 1. Ouais, ce tir-là, c'est trop loin. Ce qu'on veut... Monte-la un tout petit peu. C'est une distance raisonnable, comme si elle était lancée à la main. On veut aussi qu'elle reste assez longtemps en l'air et c'est tout. Ces deux trucs-là.
Parfait. Ce qui veut dire que c'est le moment de passer à l'action. Comme au ball trap, on se sert d'un fusil de calibre 12 et de plomb. Ok, chef, je charge. Pourquoi cette cartouche? Parce que sa portée est limitée, donc elle ne représente pas de danger en dehors de la zone de tir. C'est l'heure de vérité. Paré à tirer. C'est bien beau de tirer sur un faux pigeon inoffensif conçu pour planer, mais cette grenade de paintball est beaucoup moins aérodynamique. Cool. Joli! C'était le tir le plus satisfaisant que j'ai jamais fait. Notre entraînement a porté ses fruits. Cool. J'ai fait exploser 4 grenades de paintball sur 5, comme vous pouvez le constater au carnage qu'elles ont fait sur mon tapis. L'avantage de la cartouche à plomb, c'est qu'elle a un rayon d'action assez large qui augmente les chances de toucher la cible. Mais je parie que les plombs vont rebondir sur une grenade en métal. Ils ne la feront pas exploser. Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est quelles sont nos chances de toucher une grenade en plein vol du premier coup. Et bien sûr, quelle est la probabilité pour que ça puisse aussi la neutraliser? Ok, chef, je suis prêt. À 3,50 m de distance, 450 grammes de C4 explosif provoquent à coup sûr des lésions très graves. Mais Hollywood veut nous faire croire qu'on peut s'en sortir indemne. Tu l'as piqué à Jamie? Il suffirait de jeter la bombe dans un conteneur soi-disant blindé et judicieusement positionné à proximité, Je cherche mon contrat. comme un classeur à tiroir. Ok. On va utiliser le même disque qui nous a servi de repère pour l'explosion à 0,9 bar. Je ne me souviens pas avoir donné mon accord pour laver la moustache de Jamie. Et n'oubliez pas, sans rien pour contenir l'explosion, 450 grammes de C4 font sauter ce disque à 3,50 m de distance. Mince alors, on dirait que je dois lui laver la moustache. L'objectif de notre expérience est de voir si le conteneur parvient à assurer une protection quelconque. Pour le savoir, si le disque ne cède pas, ça veut dire qu'à cette distance, il n'y a pas de dégâts et que l'objet a fait son office. Mais il y a un autre élément à prendre en considération. Vous vous demandez sûrement pourquoi on a découpé des bonshommes bleus en polystyrène. Eh bien, ce sont nos cibles à éclats. Car si l'onde de choc ne vous blesse pas, les éclats en revanche, eux... 3, 2, 1... Les dossiers volants. Waouh! Il y a des papiers partout. Ça fait des confettis! Allons voir si ça a marché. En ce qui concerne l'onde de choc, le tiroir à classeur a offert de la protection. Le disque, situé à 3,50 m, la zone de sécurité, n'a pas cédé. Le classeur a effectivement protégé de l'onde de choc, mais les éclats peuvent tuer un homme. Regardez cette cible, elle a été décapitée. Oh! Ranger la bombe dans un classeur à tiroir? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Il y a de gros morceaux de métal à 30 mètres de distance. Le classeur, c'est bidon, c'est une catastrophe. Il a peut-être protégé de l'onde de choc, mais les éclats... Imaginez des gaz qui se déplacent à 8000 mètres secondes et qui projettent ça droit sur vous. Tu peux prendre ça? On va essayer avec un lit. Ouh là là, j'ai envie de drap en satin rouge maintenant, c'est beau. Waouh, c'est chic! Vous vous demandez peut-être comment on peut se servir d'un lit pour se protéger d'une explosion. C'est l'heure de la séquence du rêve. Vous allez voir, c'est très dérangeant. Ça peut marcher.
Si vous voulez mon avis, le lit n'est pas tout à fait orienté dans la bonne direction pour assurer une bonne protection. J'ai trop hâte de faire sauter ce lit. D'ailleurs, si on coince l'explosif en sandwich, à ce niveau-là, on est dans l'alignement. Il se trompe. Je pense qu'on va voir le disque céder et que nos cibles vont être criblées d'éclats. C'est parti. 3, 2, 1... C'est très intéressant. Toute l'énergie s'est concentrée vers le haut et je n'ai vu aucun éclat voler vers les cibles. Je serais vraiment sciée qu'on échappe à une bombe en la fourrant sous le matelas. Non, mais c'est une blague. On a peut-être trouvé quelque chose qui marche. Regardez, les disques n'ont même pas cédé. Et les cibles en polystyrène. Tout ce qu'elles ont reçu, c'est une pluie de mousse aussi douce que du coton. Grant est obligé de s'incliner. D'accord, je le reconnais, j'avais tort. Je suis absolument sidéré de voir que le matelas a permis à la fois d'absorber l'onde de choc et d'empêcher des éclats de percuter nos cibles. Si on regarde en accéléré, on voit tout de suite pourquoi. Toute l'énergie a été dirigée vers le ciel. Mais maintenant, on va faire l'essai avec un aquarium rempli d'eau. Et là, ce n'est pas du tout la même histoire. Bienvenue au concours pétard contre grenade, dans Mythbuster. Parlons franchement, si quelqu'un lançait cette chose-là vers vous, et que vous aviez le temps de la voir et de dégainer pour la dégommer. Paul, l'arme à feu que vous aurez sans doute sous la main, c'est ça. Mais contrairement à un fusil, ce pistolet ne tire qu'une balle, un seul morceau de plomb. Pensez-vous qu'on puisse toucher ça en plein vol avec ça? C'est ce que Jamie et moi allons tenter de faire. Cette fois, ils vont utiliser une grenade réelle mais inerte. Sauf qu'ils ont un petit souci avec leur arme à feu. Le tireur est là. Tirer à balles réelles est trop dangereux. Le lanceur de grenade est là. On a choisi cet endroit parce qu'il est à des kilomètres de la première habitation. Mais il est quand même hors de question qu'on tire autre chose que des plombs. Voilà pourquoi on a choisi de faire l'essai avec des pistolets de paintball. Si on touche la grenade avec ça, on devrait pouvoir y arriver avec un vrai pistolet. Ok, chef, je suis prêt. De la même manière, Ok, c'est parti. Je lance la grenade à 3. s'ils ratent leur coup avec ce joujou, ils le rateront sûrement aussi avec un vrai. Totalement raté. On va recommencer. Le mythe se heurte à son premier obstacle. Adam ne touche absolument aucune grenade. J'ai plus de munitions, mais j'étais pas loin. Ils ont prouvé que la dispersion des plombs d'un fusil de chasse marchait. Mais dans la scène d'action qu'ils tentent de reproduire, le héros utilise souvent une arme envoyant une seule balle. Et soudain, toucher la cible devient beaucoup plus compliqué. Je l'ai eu! Mais pas impossible. Il y a de la peinture de paintball sur ce machin. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Je commençais vraiment à perdre espoir. J'ai eu le temps de te tuer 20 fois, mais tu as fini par l'avoir. Je suis prêt. Si quelqu'un me balançait une grenade, j'utiliserais tout ce que j'ai à portée de main pour tenter de sauver ma peau. Si ça veut dire vider intégralement tout mon chargeur, même si je n'ai qu'1% de chance de toucher cette grenade... Touché. Je veux bien tenter ma chance. Joli! En plein milieu. Magnifique! Mais la vraie question est, comment se comporte une grenade touchée par une balle réelle? C'est ce qu'on va tenter de savoir.
On teste différents objets domestiques qui pourraient soi-disant protéger d'une explosion. Non mais c'est une blague! Cette fois, on va prendre notre charge de C4 et la jeter dans un aquarium. Cadeau! Pour mesurer tout ça, on a nos disques de rupture et nos cibles à éclat. Ils vont nous permettre de savoir si un aquarium suffit à échapper à 450 grammes de C4. Je suis le seul à avoir envie de faire pipi. Ce qui va se passer à mon avis? Eh bien, je vois un liquide incompressible Soyez libre. dans un aquarium en acrylique de 0,95 cm d'épaisseur. Des faux poissons. L'eau ne va pas vraiment absorber l'onde de choc. Elle va plutôt la déplacer vers les parois de l'aquarium qui vont éclater en 1 million de petits morceaux d'acrylique tranchants. Personnellement, je ne vois pas comment ça peut sauver quelqu'un. Je pense surtout que des éclats vont voler absolument partout. 3, 2, 1... Bon sang, c'était grandiose! À première vue, l'explosion ne présage rien de bon pour les potentiels survivants. Mais voyons les preuves. C'était spectaculaire. Regardez ce bazar! Il y a beaucoup moins de dégâts que ce que j'imaginais. Les disques ont survécu, ce qui veut dire que notre héros aurait aussi survécu à l'onde de choc. Et regardez nos bons hommes. Ils ne sont pas bourrés d'éclats, ils ont l'air intacts. On est tous assez surpris par le résultat. On pensait que la cuve allait voler en éclats et que nos cibles seraient déchiquetées. Mais en fait, pas du tout. On dirait que toute l'énergie s'est concentrée à l'avant et à l'arrière de l'aquarium qui était surélevé. Donc, si on se couche par terre, on pourrait s'en sortir indemne. Je crois qu'on peut dire que c'est plausible. Je trouve aussi que c'est plausible. C'est dingue. C'était énorme. Ils n'ont pas encore fait le tour de la question. Expérience suivante? Un coffre-fort, c'est l'objet le plus robuste qu'on aura testé jusqu'à maintenant. C'est un coffre en acier avec des parois d'1,25 cm d'épaisseur. Voilà le scénario. On a une bombe sur le point d'exploser. On la jette dans le coffre-fort, on le ferme et on dégage. On pousse le vis encore plus loin pour que la scène soit la plus réaliste possible. Ce coffre-fort a une couche d'acier d'1,25 cm. On a construit un mur autour. Il est conçu pour ne pas être ouvert facilement. On a isolé l'intérieur du mur. C'est comme une chenille géante bizarroïde. L'explosif va devoir dégager beaucoup d'énergie pour que notre mannequin soit touché. J'adore la nouvelle déco. Je pense que le coffre-fort va absorber l'onde de choc et que notre mannequin n'aura rien. 3. La question est, est-ce que ce dispositif sera la combinaison gagnante pour le sauver? 2. S'il survit, alors tout est possible. 1. Wow! Et maintenant, on a une pluie d'éclats! Je pense que c'était tout sauf blindé. En effet, bien que l'onde de choc ait été déviée de la position des disques, qui sont restés intacts, Waouh! C'est la dévastation totale. c'est le cadet des soucis de notre héros. Regardez! La porte du coffre a été projetée sur le flanc de la colline. Et il y a des morceaux de bois plantés dans le bonhomme en polystyrène. Il est recouvert d'éclats. Le secret est donc dans la trajectoire de l'explosion. Contrairement à l'expérience de l'aquarium, l'énergie s'est répartie de façon égale et des projectiles meurtriers ont blessé tout le monde. Eh bien, manifestement, la bombe dans le coffre, ça ne marche pas. Mais maintenant, on va tenter du lourd, du très lourd. Bienvenue à la carrière d'Angels Camp. Pour la prochaine expérience, l'équipe passe à la vitesse supérieure. C'est quoi le scénario? C'est ça. C'est un camion poubelle. Imaginez la scène. C'est le matin, vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous trouvez quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Une bombe! Mais qu'est-ce que j'en fais? Je sais, les éboueurs sont là. Je la jette dans le camion.
Il a deux solutions. Plonger loin du camion, à l'arrière, ou plonger sur le côté pour être protégé par la paroi de la benne. Pour cette raison, on va faire deux mises en scène différentes. Une cible en polystyrène avec un disque ici et une autre cible avec un disque là. Comme ça, on verra ce que protège le camion poubelle. Tout dépend de la position. Notre explosif va être dans la benne, exposé à l'air libre. Si on réfléchit à la fois à l'onde de choc et à la projection d'éclat, tout ce qui se trouve ici est dans la zone à risque. À l'inverse, regardez la paroi de la benne. Elle ne va sûrement pas se désintégrer. En fait, elle va même sûrement diriger toute l'énergie dans cette direction. Ce qui veut dire que les gars de ce côté n'auront rien. C'est parti pour 450 grammes de C4 dans la benne d'un camion poubelle. 3, 2, 1, feu! Ouais, c'est un très gros boom. Allons voir qui a survécu. C'est évident, il ne faut pas rester derrière. La cible est en 1000 morceaux et le disque a éclaté. Et là, sur le côté, on dirait qu'on s'en sort beaucoup mieux. En fait, sans une égratignure. En sautant sur le côté, on survit. C'est plausible. Plausible et domestique. Que retient-on de cette expérience? Quand on choisit un objet domestique pour se débarrasser d'une bombe, il est important de penser à la direction que va prendre l'énergie. Contenir totalement l'énergie est une très mauvaise idée. Mais si on trouve un objet qui permet de concentrer l'énergie dans une seule direction, comme le matelas, l'aquarium ou le camion poubelle, et qu'on plonge à l'opposé de cette direction directement sur le sol, alors on augmente considérablement ses chances de survie. Les gars, on est là, on a un camion, des experts et beaucoup d'explosifs. Et si on se la jouait à la Miss Buster? On le fait disparaître? On va faire boum! Ça va péter. Attention, attention. 5, 4, 3, 2, 1. Poule! On a fini de s'entraîner sur des fausses grenades. Il est temps de sortir les vrais. Ça a l'air inoffensif, non? C'est vrai que c'est tout petit par rapport à ce qu'on a déjà fait exploser depuis le début de Miss Buster. Mais en réalité, ces grenades sont incroyablement dangereuses et nous rendent tous, nous et nos experts en explosifs, assez nerveux. Alors pour faire une expérience en bonne et due forme, on est venu sur une immense propriété privée à l'est de notre QG. On a des centaines d'hectares de terrain dégagés tout autour de nous, à notre disposition. Il ne joue pas simplement avec l'onde de choc d'un explosif. La coque en acier d'une grenade est conçue pour pulvériser des fragments mortels à plus de 8000 mètres secondes et dans toutes les directions. Le pire scénario possible serait un raté. Pour s'y préparer, Jamie reconstitue son propre cauchemar. Les robots démineurs coûtent généralement dans les 100 000 $. Celui-ci est ma version. Attention à la bombe. C'est un camion télécommandé à environ 200 $. J'ai ajouté des cerveaux pour les bras, une tête de poupée et surtout une caméra pour pouvoir observer ce qui se passe à l'abri dans notre bunker blindé. Voilà pour les mesures de sécurité. Mais en quoi consiste la première expérience? On va amorcer une grenade à distance. Avant qu'on ne commence à tirer dessus, il faut tester le retardateur. Ok, vas-y, fais-la péter. On sait qu'après avoir enlevé la goupille et lâché la cuillère, il se passe quelques secondes avant qu'elle explose. Combien de secondes? C'est ce qu'on cherche à savoir, en faisant péter une. Je savais que c'était une fausse. Mais pas celle-là.
Blaine, l'expert en explosifs, dégoupille la grenade et enferme la coque en acier dans un tube. Quand la coque sortira du tube, elle explosera. C'est parti! Le retardateur va s'enclencher et nous saurons exactement en combien de temps une grenade fait boum. Je suis crispé. On est prêt? Ouais. Tout le monde est paré? On y va. On monte. J'ai entendu l'allumeur. Waouh! J'ai entendu des trucs nous percuter. C'était intense. C'est un instant mémorable. Pourquoi? Parce que pour la première fois en 10 ans de Mythbusters, j'ai enfin entendu ce son comme dans les dessins animés. Waouh! Quand un éclat de grenade a rebondi sur la vitre blindée. La vitre blindée nous a sauvé la vie à Jamie et à moi. Elle a bien rempli son rôle. On a fait ce test pour chronométrer l'explosion. On doit absolument savoir combien de temps il faut à la grenade pour éclater une fois la cuillère lâchée. 5 secondes précisément. On passe au flingue. On s'apprête à tirer sur des grenades. On a réfléchi à ce qui pourrait se passer et il y a 3 possibilités. Soit la balle va rendre la grenade inerte et la pulvériser. Première option. Deuxième option, ça va la déclencher et elle va exploser en plein vol. Troisième option, l'énergie sera suffisante pour renvoyer la grenade à l'envoyeur. Je suis curieux de voir le résultat. Pour le savoir, il n'y a plus qu'une chose à faire. On y va. Ils ont déjà prouvé qu'une grenade pouvait être dégommée en plein vol. Mais avec de vraies balles, ils ne veulent prendre aucun risque. 3, 2, 1, go! Parfait. Voici les armes qu'on va utiliser aujourd'hui. Et on va se servir de 4 types de munitions différentes avec ces 3 armes. On a une balle de calibre 308, une calibre 45 pour pistolet, une calibre 12 pour gros gibier et une calibre 12 à chevrotine double 0. Ça m'a l'air bien. Je laisse le reste aux spécialistes. C'est là que ça devient intéressant. Je pense que la 308 va être de loin la plus efficace sur la grenade. Mais l'arme qui va avec est de loin la plus difficile à manier pour toucher une grenade en plein vol. De l'autre côté, on a le fusil de chasse. Utilisé en balle trappe, c'est l'arme la plus adaptée pour toucher une grenade en plein vol. Mais je pense que ces munitions à chevrotine sont les moins efficaces de toutes. Mais attendez, je vous entends déjà. Où sont la cuillère, la goupille? Tout ce mécanisme complexe, censé fonctionner comme dans la vraie vie. Je vous explique. On a étudié la question et on est tellement mal à l'aise à l'idée de manier une grenade qu'on va la déclencher électroniquement à l'abri dans notre bunker. C'est parfaitement identique à la façon dont une grenade fonctionne en temps normal et c'est beaucoup plus sûr. Vient d'abord le fusil de chasse et ses chevrotines. Ok. Je l'amorce. Va-t-elle déclencher la grenade commandée électroniquement? Amorcer. Ou la rendre inerte? 3, Ou encore la renvoyer à 10 mètres de là? 2, Comme dans un dessin animé. 1, feu! Elle est où? J'en sais rien. Elle n'a pas explosé? Zut! Ouais. On a un problème maintenant. Le retardateur a été déclenché à distance. Adam a tiré et la grenade a décollé. Mais il n'y a pas eu d'explosion. Et maintenant, quelque part par là, on a une grenade amorcée. On ne peut pas sortir du bunker tant qu'on n'a pas réglé le problème. Tu veux lancer la poupée? On a découvert que le camion poubelle était plausible. Notre héros aurait survécu. Mais voilà le moment que je préfère, quand on monte d'un cran. On va voir si ce camion est vraiment si robuste que ça.
On va le charger avec 90 kg d'infos et tenter de le désintégrer. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est comme avec la bétonnière. C'est dans cette même carrière qu'on l'a fait sauter. Tout le monde nous a reproché de ne pas avoir filmé d'images en accéléré. Pas de problème cette fois. On a une caméra à haute vitesse et vous allez avoir ces images. Pas vrai, Willy? Pas de pression. On a rassemblé toutes les données nécessaires à cette expérience. On a analysé les résultats et présenté nos conclusions. Il n'y a plus rien de scientifique là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est seulement pour le fun. Voici le camion poubelle contre beaucoup d'infos. Prêt? 3, 2, 1... Les éclats ont atteint la même altitude que nous! Wow! C'était énorme. Ça, c'est une explosion. Pas d'image de synthèse, pas de victime, seulement un gigantesque boom filmé à très haute vitesse, à 5000 images par seconde. Waouh, c'est ce que j'appelle envoyer du lourd. Pas mal comme traitement des déchets. Et vous savez le meilleur? Grâce à la magie du montage, on va pouvoir regarder ces images à l'infini. Feu! Elle est où? Elle n'a pas explosé? Que s'est-il passé? Avant de lancer la poupée robot, Adam examine les images à haute vitesse. Mince, Jamie, viens voir. Vieux. Regarde. Adieu la grenade. On n'a pas de grenade dans la nature. On a un tas de poudre. Waouh. Je n'avais pas du tout prévu ça. Moi qui voulais réveiller la poupée. Quel rebondissement! Non seulement il est possible de toucher une grenade en plein vol, mais aussi de la pulvériser. C'est incroyable. L'enveloppe extérieure a été désintégrée. Et même si ça s'est passé dans les 5 secondes de latence, le bouchon n'a pas sauté et le TNT n'a pas explosé. Je n'aurais jamais cru ça. C'est incroyable. Le plomb 00 a totalement désintégré la grenade et franchement, ça nous a tous surpris. Cette cartouche est remplie de 58 plombs et on n'aurait jamais cru que ce serait efficace sur une grenade en acier. Pourtant, si, ça l'a totalement pulvérisé et ça a même arraché le bouchon avant qu'il explose. Un résultat étonnant. La mèche a été allumée électroniquement, mais avant d'exploser, la cartouche a arraché la coque qui contenait le TNT. La fiction hollywoodienne est devenue réalité. On va essayer avec une cartouche à gros gibier, 30 grammes de plomb brut. Compte tenu de cette première surprise, on peut se demander quels résultats vont produire les 3 catégories restantes de munitions. Je l'amorce. 3, 2, 1, feu! Il ne s'est rien passé. Non. Ça a coupé la grenade en deux. La cartouche à gros gibier a eu exactement le même effet que le 00. Ça la transperce carrément. C'est incroyable. Le prochain test est avec un calibre 45 pointé sur la grenade. Souvenez-vous, on a découvert récemment que c'était beaucoup plus dur de toucher une grenade en plein vol avec ça qu'avec une autre arme. Quant à l'effet sur la grenade, t'es prêt? Ok. Colt automatique 45. 3. Je pense que l'effet sera très proche du 00. 2. Je pense que le calibre 45 va transformer cet objet en poussière. 1. Feu!
Hey! Il l'a dégommé direct. Le bouchon a sauté, mais pas la grenade. On a arraché la grenade du socle. On l'a coupée en deux. On n'a pas empêché le bouchon de sauter, mais on a empêché la grenade d'exploser. C'est chouette. Très chouette. Comparée à la cartouche gros gibier, la 45 mm a scalpé le bouchon avec une précision chirurgicale. Dans les deux premiers cas, le résultat confirme le mythe. Mais qu'en est-il du dernier test ? Maintenant, on va ajouter de l'énergie à l'équation en utilisant un calibre 308 de sniper avec cartouche blindée. C'est parti. 3, 2, 1, feu! La grenade a fait boum. On ne l'a pas désintégrée. Elle a explosé. Je crois. Regardons à haute vitesse. OK. La caméra à haute vitesse, le scalpel, le microscope, la lumière, tout le nécessaire pour maîtriser le temps. Et voilà. Et ce que l'on voit, La grenade a sauté à la seconde où la balle a pénétré. C'est impressionnant. Le bouchon à l'intérieur de la grenade est très sensible au choc. Et la 308 est une balle à très haute vitesse. Cette vitesse est convertie directement en énergie qui vient s'ajouter à l'équation. Dans notre cas, à l'instant où la 308 a touché l'extérieur de la grenade, il a provoqué un choc qui a entraîné la détonation précoce du dispositif. C'était une réaction très puissante et instantanée. c'est la deuxième des trois possibilités évoquées par Adam et la plus fréquente des techniques cinématographiques. L'explosion en plein vol. Mais réfléchissons à ça une seconde. Car si la grenade se déclenche à moins de 14 mètres de distance, ce qui est la zone létale, on est mort. À plus de 14 mètres, ça devient presque impossible de réussir ce tir. Oui, en théorie, c'est possible. Mais je plongerais personnellement. Je me jetterais par terre. Ça a marché! Pour récapituler nos résultats, la munition à haute vitesse, la 308, a fait exploser la grenade. Si ça se produit à moins de 15 mètres de distance, on est fichu. Mais les munitions plus lentes, la calibre 45 et surtout celle du fusil de chasse, ont désintégré la grenade. La cartouche gros gibier a même empêché le bouchon de sauter. C'est à peu près exactement l'opposé de ce qu'on avait prévu. C'est chouette, non? Quelle est la réponse à la question initiale? Est-ce qu'on peut se protéger d'une grenade avec une arme à feu? Je pense qu'on a prouvé que c'était totalement possible. En plus, l'arme qui a le plus anéanti la grenade est la plus facile à manier, le fusil de chasse. Oui, donc c'est plausible. Totalement. On se casse. Oh oh, sale poupée. Cours!